l'aube a commencé par un grondement qui a ébranlé tout le Donetsk. Dès les premières minutes, les alarmes militaires et les radars ont détecté un mouvement massif à l'est de Pokrovsk. C'était le signal que tous attendaient et craignaient. La nouvelle tentative russe de prendre une ville qui, selon les plans du Kremlin, devait être le joyau de son offensive d'été. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là n'a pas été un triomphe pour Moscou. Ce fut le début d'une débâcle qui marquerait le plus grand désastre militaire de Vladimir Poutine depuis le début de la guerre. Pendant plus d'1 an, la Russie avait essayé de percer les défenses ukrainiennes qui entourent cette ville industrielle, considérée comme la porte vers Donetsk. Chaque tentative s'était terminée de la même manière. Des colonnes entières anéanties, des chars incendiés, des soldats fuyant à travers les champs et les commandants du Kremlin incapables d'expliquer comment une armée plus petite continuait de les humilier encore et encore. Mais cette fois, ce qui s'annonçait allait être bien plus qu'une défaite tactique. Ce serait une catastrophe impossible à dissimuler. Les drones ukrainiens ont survolé la zone avec une précision chirurgicale, transmettant des images en temps réel au centre de commandement de Kiev. Les troupes russes, environ 110 000 réparties sur tout le secteur de Pokrovsk, ont commencé leur avance dans ce qui devait être une opération rapide et écrasante. Cependant, avant même qu'elle puisse se positionner, l'enfer est tombé du ciel. Des explosions en chaîne, des colonnes de fumée et le rugissement assourdissant des missiles HIMARS ont marqué le début d'une contre-offensive que personne à Moscou n'avait vu venir. Un haut commandement des forces armées d'Ukraine a déclaré en conférence « L'ennemi pensait que Pokrovsk tomberait en quelques jours. Ils n'ont pas compris qu'ici, chaque rue est une tranchée, et chaque habitant fait partie de notre défense. Ce qui s'est passé n'a pas été une bataille. Ce fut un effondrement total de l'armée russe. Pokrovsk n'était pas seulement un point de plus sur la carte, c'était un centre logistique vital, connecté par des autoroutes et des chemins de fer qui traversent l'Ukraine du nord au sud. De là partaient des approvisionnements vers de multiples fronts, carburant, nourriture, munitions et renforts. Celui qui dominerait cette ville contrôlerait le pouls du front oriental. C'est pourquoi Poutine avait ordonné des mois auparavant de concentrer là l'offensive la plus ambitieuse depuis le début de l'invasion. Mais les plans du Kremlin se sont effondrés pour 3 raisons qui sont aujourd'hui étudiées en détail dans les rapports de renseignement. Première raison, la pénurie de blindés. L'armée russe est arrivée à Pokrovsk avec très peu de chars en état de combat. Les réserves de véhicules avaient été réduites au minimum après des années de pertes continues. Les images satellites ont révélé que beaucoup des chars utilisés portaient un blindage improvisé, couvert de fils de fer barbelés ou de plaques de métal vieux pour résister aux attaques de drones kamikazes. Certains soldats ont été vus se déplaçant sur des motocyclettes et même sur des voiturettes de golf adaptées. Une preuve désespérée de l'effondrement logistique russe. Le ministère de la Défense ukrainien a publié un communiqué à ce sujet. « Nous ne combattons pas une armée moderne. Nous affrontons un ennemi qui recycle de la ferraille soviétique et la lance au front comme si cela pouvait remplacer la stratégie. Sans blindage efficace, les bataillons russes sont restés exposés aux essaims de drones ukrainiens qui patrouillaient sans relâche. Les unités aériennes détectaient des mouvements jusqu'à 25 km derrière les lignes russes, éliminant des colonnes entières avant même qu'elles n'atteignent le champ de bataille. Le résultat a été dévastateur. En quelques jours, les attaques aériennes et les embuscades ont laissé des milliers de soldats russes isolés et sans couverture. Deuxième raison, la précision chirurgicale des attaques ukrainiennes sur l'arrière-garde ennemie. Tout au long de l'été, l'Ukraine avait exécuté une série d'opérations clandestines contre des dépôts de munitions, des bases de commandement et des convois de carburant russes. En utilisant des missiles à longue portée et des drones de fabrication nationale, ils ont frappé des points clés qui ont paralysé la capacité offensive de Moscou. Chaque explosion dans un entrepôt ennemi signifiait moins de projectiles, moins de chars approvisionnés et moins d'options de repli. Un conseiller militaire européen a affirmé dans une interview avec The Guardian. Kiev a compris que pour gagner, il n'a pas besoin de plus de soldats, mais de plus de renseignements. Ces attaques sélectives ont fait plus de mal au Kremlin que n'importe quelle offensive frontale. Troisième raison, les tactiques radicalement opposées entre les deux camps. Alors que l'Ukraine misait sur la stratégie et la précision, la Russie continuait de compter sur la force brute. Ses commandants envoyaient des vagues d'hommes sans coordination, beaucoup d'entre eux étant des recrues inexpérimentées qui ne savaient même pas comment utiliser l'armement. Les pertes humaines ont été si graves que, selon les estimations d'analystes occidentaux,
la Russie aurait déjà dépassé le million de pertes entre morts et blessés. Un rapport de The Economist filtré en septembre mentionnait des chiffres effroyables. Le total des pertes russes pourrait osciller entre 980 000 et 1 400 000 combattants, avec jusqu'à 480 000 morts confirmés. L'Ukraine a également payé un prix élevé, mais incomparable. Les statistiques révèlent que pour chaque soldat ukrainien tombé, meurent au moins 5 Russes. Cette différence reflète non seulement la résistance, mais aussi la discipline tactique de l'armée de Kiev. Pendant les premières semaines de la tentative russe, les attaques semblaient coordonnées. Mais bientôt le chaos s'est emparé du front. Les commandants russes ont lancé des incursions déguisées en civils, envoyant de petits groupes pour s'infiltrer entre les lignes ukrainiennes. Ils ont été détectés et éliminés en quelques heures. D'autres ont tenté de bombarder la ville depuis des positions rurales, ne détruisant que des champs vides et des villages abandonnés. Le soi-disant « grand avance » s'est transformé en une farce militaire. Le gouverneur militaire de Donetsk a écrit sur ses réseaux « Pokrovsk ne se rend pas. Nous avons vu venir des vagues de soldats, des drones ennemis, de l'artillerie. Et nous sommes toujours là. Cette terre est l'Ukraine. » Parallèlement, les observateurs de renseignement ont détecté un phénomène inhabituel, l'abandon presque total de l'utilisation de chars modernes par la Russie. Les usines du Kremlin ne pouvaient pas remplacer les pertes, et les unités déployées étaient des restes rouillés de l'ère soviétique. Certains ne pouvaient même pas démarrer. Cela a conduit l'armée russe à dépendre de véhicules civils improvisés, une décision qui a accéléré son effondrement. Pour l'Ukraine, la situation représentait une opportunité en or. Sans blindage ennemi et avec des informations précises fournies par ses alliés occidentaux, les commandants ukrainiens ont exécuté ce qu'ils ont appelé « Opération Bouclier de Pokrovsk », une série de contre-attaques simultanées qui combinaient artillerie, drones, FPV et missiles HIMARS. Données confirmées par l'état-major ukrainien, plus de 8400 soldats russes abattus en action directe, 5400 blessés évacués ou disparus, 124 prisonniers confirmés, des centaines de véhicules détruits ou abandonnés, plusieurs dépôts de munitions et de carburant neutralisés. Ce chiffre, inédit depuis le début de l'invasion, a obligé Moscou à changer son récit. Les médias d'État ont commencé à parler de « repli tactique ». Mais sur le terrain, les restes calcinés de véhicules russes racontaient une autre histoire. À la mi-août, lorsque la Russie a tenté de se regrouper et de lancer une nouvelle attaque depuis Dobropilia, son plan s'est à nouveau effondré. Les unités russes ont réussi à avancer brièvement, mais elles ont été encerclées et anéanties. Les soldats qui ont survécu ont tenté de fuir, beaucoup en direction opposée à leur propre arrière-garde. C'était le reflet d'une armée démoralisée, désorganisée et sans commandement réel. À ce stade, Poutine a commencé à perdre patience. Des sources proches du ministère de la Défense russe ont confirmé que le président exigeait des résultats avant le sommet avec Donald Trump en Alaska. Son objectif, capturer Pokrovsk et arriver à la table des négociations avec une victoire qui démontrerait sa puissance. Mais tout ce qu'il a obtenu fut un désastre que même ses propres généraux ont tenté de dissimuler. Le pire était encore à venir. En septembre, plusieurs médias ont révélé que la Russie avait commencé à envoyer au front des unités composées de soldats malades, certains atteints du VIH ou de l'hépatite. Ils faisaient, selon les rapports, partie d'un nouveau contingent chargé de maintenir la ligne autour de Pokrovsk. On les marquait avec des brassards spéciaux pour les différencier du reste. La nouvelle a provoqué une indignation internationale. Le colonel britannique Hamish de Breton-Gordon, expert en armes chimiques, a déclaré au Télégraphe: cela montre jusqu'où Poutine est prêt à sacrifier son propre peuple. Il envoie des malades mourir, croyant que la quantité suppléera au manque de stratégie. Pokrovsk est devenu le véritable abattoir de son armée. Ces paroles ont résonné dans toute l'Europe. Les images satellites confirmaient ce qu'il disait. Les environs de Pokrovsk s'étaient transformés en un immense cimetière de chars, de véhicules et de corps. Le moral russe était au plus bas. Parallèlement, l'Ukraine a intensifié son nettoyage de la zone de Dobropilia et de Volodymyrivka. Des troupes d'infanterie, soutenues par des drones de reconnaissance, ratissaient chaque mètre carré à la recherche de groupes de soldats russes cachés dans les forêts et les ruines. Ceux qui ne se rendèrent pas étaient abattus sur le champ. C'était une chasse méthodique, planifiée, exécutée avec une précision millimétrique. Le commandant en chef de l'Ukraine, Oleksandr Syrsky, a visité personnellement le front et déclaré dans son rapport quotidien: «
Nous poursuivrons l'opération jusqu'à ce que le dernier envahisseur quitte cette terre. Pokrovsk et ses environs resteront sous notre drapeau. La contre-offensive n'est pas terminée. Les rapports ont confirmé que les forces ukrainiennes ont récupéré plusieurs localités clés, dont Mayak et Volodymyrivka, consolidant une ligne de défense considérée aujourd'hui comme l'une des plus solides de l'Est. La différence entre les deux armées n'était plus seulement technologique, elle était morale. Tandis que l'Ukraine défendait son territoire avec discipline et coordination, la Russie sombrait dans le chaos de son propre commandement. Le ministre de la Défense ukrainien a publié sur sa chaîne officielle « Nos drones voient tout, chaque camion, chaque char, chaque mouvement. Ils ne peuvent plus se cacher, même sous terre. » Dans les transmissions interceptées par le renseignement, on entendait des messages désespérés de soldats russes demandant une évacuation, sans réponse. Beaucoup, sans communication ni ravitaillement, se sont réfugiés dans des sous-sols, sans savoir que leur propre route d'évasion avait été bloquée par les forces ukrainiennes. Ce qui devait être une offensive s'est transformé en un piège mortel. Les analystes militaires s'accordent à dire que la bataille de Pokrovsk sera rappelée comme le moment où la Russie a perdu son élan offensif. Sa stratégie d'usure s'est effondrée face à un ennemi plus petit mais infiniment plus efficace. Le moral des troupes russes est tombé à des niveaux historiques, tandis qu'à Kiev, on respirait un mélange d'euphorie et de prudence. Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale ukrainien l'a résumé ainsi. « Nous ne célébrons pas la mort, mais la justice. Pokrovsk démontre qu'on ne peut pas plier un peuple qui défend son foyer. Les chiffres finaux sont accablants. Du 21 août jusqu'à la fin septembre, on estime que l'Ukraine a éliminé ou neutralisé près de 14 000 combattants russes uniquement sur l'axe de Pokrovsk. Le ratio de pertes est déjà décrit par les experts comme insoutenable. Même en Russie, certains législateurs ont commencé à remettre en question à voix basse la poursuite de la guerre. Les résultats les plus significatifs de la contre-offensive ukrainienne à Pokrovsk: récupération complète du corridor de Dobropilia, destruction de plus de 200 unités blindées ennemies, élimination de plusieurs commandants intermédiaires russes, désarticulation de 3 lignes logistiques d'approvisionnement, consolidation du contrôle total des routes vers le nord de Donetsk. Aujourd'hui, alors que l'automne recouvre de pluie les tranchées, le front de Pokrovsk reste sous le contrôle ferme de l'Ukraine. À Moscou, le silence des porte-paroles officiels en dit plus que n'importe quel communiqué. Ce qui devait être l'offensive de l'année s'est terminé en une blessure ouverte dans le moral russe. Un message interne filtré du ministère de la Défense russe résume le désastre en une phrase brève. Les pertes sont irrécupérables. La ligne de Pokrovsk est effondrée. En contraste, depuis Kiev, les paroles sonnent avec une fermeté nouvelle. Le président Volodymyr Zelensky, dans son discours nocturne, a affirmé: chaque village, chaque famille qui a résisté, chaque soldat qui s'est tenu ferme nous a rapprochés de la victoire. Pokrovsk n'est pas tombé. Pokrovsk s'est dressé et avec elle, toute l'Ukraine. La guerre continue, mais cette bataille a tout changé. Dans les bureaux de Moscou, les conseillers de Poutine cherchent des explications. Dans les rues de Pokrovsk, les gens reconstruisent leurs maisons sous le bruit lointain des drones ukrainiens qui veillent sur le ciel. La prétendue grande offensive russe s'est terminée en ruine, laissant derrière elle une vérité indéniable. Le géant de l'Est saigne, et sa machine de guerre est plus brisée que jamais. Sur la carte, Pokrovsk reste ukrainienne, mais dans l'histoire, elle est bien plus que cela. C'est le symbole du moment précis où un petit pays, avec détermination et courage, a brisé les rêves impériaux d'un dictateur. Merci d'avoir apprécié la vidéo. Nous vous souhaitons une excellente semaine depuis Europe d'Acier. À bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là,